j'ai rencontré mon avocat et que je lui ai montré un certain nombre d'éléments, il en a lâché son stylo. Il m'a demandé si je prenais les transports en commun, dans Paris. Je lui ai dit oui, que je prenais le métro pour aller travailler. Il m'a demandé de ne pas trop m'approcher du quai. Mais j'ai vraiment cru que je vivais un truc de science-fiction, si vous voulez, comme on voit dans les films. Et j'ai commencé effectivement à avoir très très peur. Vous êtes observé, vraisemblablement écouté, donc infiltré dans votre vie la plus intime. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Où est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pourquoi? Et qui me surveille? Entrer dans une des plus belles banques du monde à mes yeux et en ressortir parce que c'est devenu à mes yeux une des pires banques au monde, ça marque un homme, toujours. Ils ont subi une violence inouïe. À partir du moment où leur direction générale a compris qu'ils savaient et qu'ils allaient dénoncer, tous les moyens, ou quasiment tous les moyens, ont été bons pour les en empêcher. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'on a dû toucher à des choses qui ne nous regardaient pas, et ça touchera, tôt ou tard, des gens du plus haut niveau. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Évasion fiscale. En France, chaque année, 50 milliards d'euros échapperaient à l'impôt. Refuser de payer l'impôt, c'est mettre en danger l'existence même de l'État. Pour les plus riches, tromper le fisc est le meilleur moyen de s'enrichir encore. Sans les banques, il n'y aurait pas d'évasion fiscale. Toutes les grandes banques en tirent profit. Parmi elles, la banque suisse UBS, première banque mondiale de gestion de fortune privée, a fait de l'évasion fiscale une véritable industrie. C'est de l'intérieur que nous allons raconter cette histoire. Stéphanie, Olivier, Nicolas, employés d'UBS France, vont découvrir un jour effarés des faits qui leur font soupçonner que leur banque incite massivement ses clients à l'évasion fiscale. Mais dénoncer ces pratiques va faire d'eux des coupables. Avec l'aide d'un journaliste, Antoine Peillon, ils vont se battre contre leur banque et contre tous ceux qui, au sein de l'État, ont intérêt à cacher ce scandale. En 1999, UBS crée une filiale pour prospecter le territoire français. Je me suis retrouvé chez UBS en quittant la Caisse des dépôts et consignations à Paris, en étant persuadé que c'était la plus belle banque du monde. Une banque culture suisse, donc à mes yeux carrée, avec une tradition anglo-saxonne. Ce qui était l'image de la banque à l'époque. Donc, la plus belle banque au monde pour laquelle on aurait fait n'importe quoi pour pouvoir réussir sa carrière. Donc j'y suis rentré en 2002. UBS France, qui venait d'ouvrir à Paris, a été en recherche de quelqu'un à la communication et au marketing. Je suis arrivée à l'ouverture en 1999. Mon travail dans la banque, c'était de démarcher des clients fortunés qui peuvent être déçus de leur banque existante, qui peuvent avoir réalisé une fortune de manière récente, en vendant leur société par exemple, en héritant d'une personne de leur famille ou en vendant un immeuble. Il y a d'autres profils, comme effectivement les sportifs de haut niveau ou les gens du showbiz. Si je prends les normes de la banque, c'était 500 000 euros minimum d'argent disponible à mettre sur un compte. Mon travail pendant ces 10 années a été d'organiser des événements. On gérait une centaine d'événements par an, que ce soit à Paris ou en province. Ça peut être l'organisation d'un petit déjeuner dans un musée, ça peut être une loge à Roland-Garros, ça peut être organiser des compétitions de golf.
un concert dans une salle réputée de la capitale, mais ça peut être aussi un abonnement à l'opéra. On essaie de cibler les clients en fonction de leur hobby, du hobby de leurs épouses, du hobby de leurs enfants. Tout est basé sur la confiance dans ce métier. Et par conséquent, un client qui a suffisamment confiance en vous et qui vous explique quels sont ses projets, quels sont ses soucis, quels sont ses objectifs, quels sont, que sais-je, ses plaisirs, vous permet de mieux affûter votre diagnostic, si j'ose dire. Stéphanie et son équipe, donc, organisent des événements pour attirer des personnalités fortunées, à qui Olivier, avec ses 70 collègues sur toute la France, va proposer les services de la banque. Le travail de Nicolas et de ses adjoints est d'une toute autre nature. Il est auditeur interne. Il va être l'homme par qui le scandale arrive. Le principal objectif d'un auditeur interne, c'est de faire en sorte que les activités de son employeur et donc d'une banque respectent les contraintes légales du pays dans lequel cette banque exerce. Dès son arrivée en 2001, il s'intéresse à ce que l'on appelle les affaires spéciales. Des comptes soupçonnés d'avoir des liens avec le terrorisme ou le trafic de drogue. Durant ses 4 premières années, il fait fermer des comptes suspects avec le soutien de sa hiérarchie de l'époque. Mais ce qu'il va découvrir ensuite, moins spectaculaire en apparence, aura des conséquences beaucoup plus graves pour la banque et pour sa propre carrière. Dès 2005, je décide d'auditer et de contrôler le plus gros département de la banque. Donc, ce sont les chargés de clientèle français qui exercent en France et qui sont chargés de faire de la prospection sur le territoire national. Première bizarrerie, Nicolas découvre que les notes de frais professionnelles d'une chargée d'affaires sont remboursées par le bureau de Genève. Et il finit par comprendre que cette chargée d'affaires reçoit ses instructions directement de Suisse et pas de sa hiérarchie en France. Et comme par hasard, c'est elle qui a en charge les clients les plus fortunés. Cette chargée d'affaires était très proche de joueurs de football, en activité ou non. Et vous savez très bien que la carrière d'un footballeur est courte. Elle est très intense financièrement, mais elle est courte. Et ces services d'ouverture de compte dans des pays fiscalement accueillants étaient systématiquement proposés par cette chargée d'affaires. Un pays fiscalement accueillant, pour parler clair, c'est la Suisse. Il n'est pas interdit d'ouvrir un compte en Suisse, mais à condition de le déclarer au fisc français. Et c'est là que le bas blesse. Au début de la discussion, la banque proposait ses services classiques de gestion de fortune sur des produits financiers avérés et réels, avec de belles performances. Et systématiquement, le deuxième point était abordé, à savoir, avez-vous des problématiques fiscales ? Avez-vous des problématiques fiscales? Autrement dit, voulez-vous échapper au fisc? C'était de proposer un service financier qui serait l'ouverture d'un compte non déclaré et dont les autorités françaises n'auraient jamais connaissance. Si le client répondait oui, on lui disait « nous, on ne peut pas faire, mais on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut faire. Et vous recevrez d'ici quelques jours un coup de fil de quelqu'un qui viendra de ma part, avec ou non un mot de code, peu importe, et qui vous cherchera à vous rencontrer. » Nicolas poursuit. Ce quelqu'un, qui vient avec ou non un nom de code, c'est un chargé d'affaires suisse qui arrive de Genève. Sa démarche est doublement illégale. D'abord parce qu'il vient pour organiser l'évasion fiscale vers la Suisse. Et ensuite parce que la Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne, il n'a pas le droit de venir prospecter en France. Donc comment ça se passe? Un petit coup de téléphone. Je sais que vous avez rencontré Monsieur X ou Madame Y tel jour à telle heure. Où, quand et comment souhaiteriez-vous qu'on vous rencontre? Plusieurs possibilités. Il y en a qui ont pris le risque d'aller chez les clients. Deuxième manière, on vous rencontre à notre hôtel. Et la troisième manière, écoutez, est-ce que vous souhaiteriez venir en Suisse nous voir, pour des raisons de discrétion?
Donc ils y vont, et puis en fonction là, des possibilités, des moyens, soit ils vont à la banque, ils sont reçus dans des salons, soit ils se rencontrent au restaurant, soit encore dans un hôtel, et c'est comme ça que les affaires se débouclaient. Cette offre s'adresserait en France à plusieurs centaines de clients contactés au cours des événements mondains qu'organise la banque. On y retrouve des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des membres du show business ou des milieux politiques, et même des journalistes et des magistrats. Et tout ce petit monde se soumettrait à l'obligation des rendez-vous discrets. Mais selon Nicolas, le management de la banque va se trouver confronté à un problème d'origine purement interne. Qui va toucher les bonus générés par l'ouverture discrète de ces comptes non déclarés? Le chargé d'affaires français qui a initié l'affaire ou le Suisse qui l'a finalisé? Les deux. Pour répartir discrètement la somme entre le Français et le Suisse, UBS France, conclut Nicolas, va mettre en place une comptabilité parallèle. Cette comptabilité parallèle s'appelait le carnet du lait et était gérée par des fichiers Excel qui portaient le nom de fichiers vaches. Les carnets du lait étaient tenus à la main et remontés dans des fichiers Excel qui partaient chaque fin de mois ou trimestre de l'autre côté de la frontière. Il fallait que ce soit rudimentaire, cahier, tenu au crayon à papier, avec des codes, couleurs, des codes numériques, des codes de nom, de pseudo, tout ce qui était ou qui pouvait être ou qui allait être ce que l'on appelle en France du offshore, c'est-à-dire la non-déclaration de biens aux autorités françaises. Il ne fallait absolument pas que ça rentre dans des systèmes informatiques. Et si ça rentrait dans des systèmes informatiques, il fallait que systématiquement, à très court terme, ce soit des tris pour ne pas laisser de traces dans les mémoires. Carnet du lait. Malgré la bizarrerie du terme, on le retrouve partout dans la correspondance officielle de la banque. Preuve s'il le fallait que cette comptabilité parallèle est devenue banale chez UBS France. Mais ces chargés d'affaires suisses, qui traverseraient régulièrement la frontière, ne viennent pas seulement pour prêter main forte à leurs homologues. Ils viennent aussi pour leur propre compte. Et ils le feraient ostensiblement, sans se cacher. C'est l'entrée de l'Opéra de Nantes, l'event d'ouverture en 2004. Les collaborateurs qu'on voit là sont essentiellement les collaborateurs du bureau de Nantes, il y a certains Parisiens et aussi 3 ou 4 chargés d'affaires suisses. Voilà, les Suisses sont là. Donc en fait, moi je faisais un briefing avant chaque événement à tout le monde. J'étais le chef d'orchestre et donc j'expliquais les détails de la soirée. Dieter Kiefer qui était le boss Western Europe, donc pour l'Europe on et off. Voilà, donc ça ce sont 3 chargés d'affaires suisses à la salle Pleyel. Chargés d'affaires suisses et un couple de clients. Les Suisses avaient toujours un petit pins. Donc là, c'est le cas, notamment. Comme ça qu'on reconnaît les petits hommes verts. Donc les événements que vous organisiez, en fait, ils étaient destinés à faire venir des prospects et à les mettre en relation avec des chargés d'affaires suisses. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que moi j'ai découvert innocemment en 2008. Non. Vous avez découvert que c'est illégal. Ah ben j'ai découvert, oui, que c'était illégal en 2008. Mais j'ai fait ça pendant 8 ans. Je travaillais main dans la main avec ma collègue marketing à Genève, qui, elle, gérait une centaine, 100, 120, 150 chargés d'affaires suisses pour le territoire français. Et, conclut Stéphanie, ces chargés d'affaires suisses qui braconnaient sans complexe sur les terres françaises étaient directement pilotés depuis Genève, en relation étroite avec le directeur de Paris. Alors Philippe Vic était le patron des chargés d'affaires suisses pour la région France internationale et Patrick Defayette, directeur de la gestion privée à Paris. À aucun moment on imagine que c'est illégal, puisque la banque, le discours officiel de la banque est qu'elle est une banque suisse et qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des échanges internationaux. Alors, un petit peu comme si on travaillait chez Disney, on croise forcément des Américains dans les couloirs. Ces chargés d'affaires suisses
la banque UBS va les armer d'un petit manuel, au titre anodin. Gestion des risques bancaires. En fait, un manuel du parfait petit espion. C'est ce que montrent les documents que le journaliste Antoine Peillon, 4e personnage de notre histoire, a réussi à récupérer. Comme ils sont dans l'illégalité, qu'ils sont comme des sortes d'agents secrets, ils étaient munis, bien entendu, de procédures qui leur ont été enseignées et qui ont même fait l'objet d'un document extrêmement intéressant qui s'appelle tout bêtement Security Risk Governance, qui date celui-ci du 7 juin 2006 et qui porte sur les procédures de sécurisation des voyages des commerciaux suisses quand ils font de l'évasion fiscale. Pour ce qui concerne la mission elle-même, comme celle d'un agent secret, il est préconisé de ne jamais utiliser le même hôtel. On demande de trouver des points de rendez-vous qui changent à chaque fois, de changer de restaurant régulièrement, de ne pas utiliser les mêmes compagnies de taxi. On lit dans ce document des procédures qui sont de surtout n'avoir jamais aucun document sur soi concernant les comptes non déclarés, pas de nom de client, aucune donnée sur les clients sous forme électronique ou voire sous forme papier. Éventuellement, on peut se faire même passer pour touriste. En cas de contrôle, il faut rester cool, keep cool, rester poli, coopératif, surtout ne pas faire de remous, mais détruisez immédiatement par une manœuvre sur votre téléphone portable la possibilité d'accès à votre téléphone portable. Il y a là, vous voyez qu'ils vivent dangereusement. Si vous êtes, c'est en anglais mais je le traduis, si vous êtes pris et sous pression, si vous êtes sous pression dans le cadre d'un contrôle de la douane, il y a un numéro, une hotline de 24 sur 7, de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est le Security Risk Control. Et là, vous aurez le droit à une aide d'un collègue suisse qui vous permettra de passer la dure épreuve du contrôle policier. Ces mesures de sécurité surréalistes laissent penser que la banque UBS est, à l'époque, consciente des risques illégaux qu'elle est en train de prendre. Il s'agit de la politique mondiale du groupe UBS pour développer son activité offshore dans le monde et augmenter ses revenus annuels de plus de 2 milliards de francs suisses, ce qui est considérable. C'est la volonté d'un homme à la tête de l'UBS en Suisse, Marcel Ospel à l'époque, de faire tout et n'importe quoi pour devenir le plus gros, le plus fort, à tout prix. Très chers actionnaires, en 10 ans, votre banque a totalisé un bénéfice net de 66 milliards de francs. Et évidemment, la crise est arrivée. Le système de l'évasion fiscale va exploser de façon spectaculaire en 2007 aux États-Unis, avec l'affaire Birkenfeld, qui éclate à la même époque que la crise des subprimes. L'ancien banquier d'UBS, Bradley Birkenfeld, a déclaré que lui et ses collègues ont encouragé de riches Américains à cacher plus de 20 milliards de dollars depuis 2007 sur des comptes offshore en Suisse. Bradley Birkenfeld est un employé d'UBS qui travaillait dans le département américain de Genève, chargé de l'évasion fiscale des clients des États-Unis. Il va se faire prendre alors qu'il est en train de proposer l'ouverture de comptes non déclarés à un milliardaire de ce pays. Devant une commission d'enquête du Sénat américain, les dirigeants d'UBS sont obligés de reconnaître leur forfait. Nous regrettons d'avoir enfreint les lois américaines. Pour sauver son droit d'exercer aux États-Unis, la banque va devoir payer 780 millions de dollars d'amende et livrer les noms de 4 750 Américains qui ont ouvert des comptes non déclarés. Birkenfeld, le choc, et c'était un peu un choc sismique, puisqu'a priori, du jour au lendemain, toutes les règles qui étaient en vigueur depuis l'ouverture de la banque en 1999 étaient totalement modifiées. Mon supérieur hiérarchique m'a demandé de détruire
tous les fichiers que j'avais gardés de 1999 à 2007, concernant donc la totalité des événements que j'avais organisés en France. Grosse surprise de ma part. Dans mes dossiers papier et sur mes archives étaient donc listés les noms et les prénoms des clients qu'on invitait, bien évidemment, et les noms et les prénoms des chargés d'affaires français, ou en tout cas basés en France, et suisse, c'est-à-dire basés sur les desks, ce qu'on appelait les desks offshore. Et Patrick Defayette, le directeur de la gestion privée de l'époque, il m'a dit, je vous cite, « J'ai demandé à mes collaborateurs les plus proches de faire disparaître tout document qui pourrait être compromettant. » Voilà, je vous le cite tel quel, parce que je me souviens de cette phrase par cœur, parce qu'elle me résonne encore à l'esprit. Et c'est là où moi, le 31 décembre 2008, je me suis retrouvée chez moi en me disant « Mais tout le monde fait la fête, moi je suis au bout du rouleau, mais qu'est-ce que c'est que ce métier que j'ai pu faire depuis 1999, qui a priori pose un vrai problème ?» Cet ordre m'a été donné à plusieurs reprises et j'ai refusé d'obtempérer. Et j'ai appelé un avocat qui est un ami d'un ami et qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je détruise ces documents parce que si je les détruisais sans en avoir une instruction écrite, ça pourrait se retourner contre moi. Stéphanie, donc, continue de refuser. Mais après un déplacement aux États-Unis, elle découvre que son ordinateur a été visité. La totalité du contenu de tous ces fichiers avait été expurgée. C'est-à-dire que dans l'arborescence, vous pouviez lire et voir le titre de chaque document. En revanche, quand vous cliquiez à l'intérieur de chaque document, ils étaient vierges, il n'y avait que les matrices. Je suis tombée malade, j'ai fait une dépression à l'époque, j'étais au bout du rouleau en janvier 2009. J'étais reçue par ma DRH, le directeur juridique, où ils m'ont tous dit que j'étais très fatiguée, que je devrais prendre des vacances, que c'était pas possible qu'il y ait eu des Suisses dans la banque et sur les événements, puisque c'est interdit. Mais j'ai cru que j'étais devenue folle. Tandis que les pressions de la banque se font de plus en plus fortes sur Stéphanie, Nicolas passe à la vitesse supérieure. J'amène la preuve que des commerciaux suisses sont dans les locaux français, que des commerciaux suisses ont eu accès au système informatique français, qu'un collaborateur français m'a révélé l'existence du carnet du lait du fichier vache, qu'un autre collaborateur français m'a dit que sa patronne faisait de l'activité offshore, que l'on retrouvera d'ailleurs dans des notes manuscrites de sa part où elle écrit clairement « compte off ». Je le mets par écrit par un rapport et j'en informe l'intégralité. Je dis bien l'intégralité de ma hiérarchie. Les ennuis commencent, ils commencent fortement, puisque je ne vais avoir de cesse que d'être marginalisé. On va me retirer progressivement toutes mes prérogatives d'appartenance à des comités de direction, et notamment le conseil de surveillance, on m'en sort. Je ne participe plus au conseil d'administration du groupe UBS en France. Ils ont subi une violence inouïe. À partir du moment où leur direction générale a compris qu'ils savaient et qu'ils allaient dénoncer, tous les moyens, ou quasiment tous les moyens, ont été bons pour les en empêcher. Pour les empêcher de divulguer. Dans la vie quotidienne de Nicolas, Olivier et Stéphanie, quelque chose est en train de se briser. Quand j'ai rencontré mon avocat et que je lui ai montré un certain nombre d'éléments, il en a lâché son stylo. Et il m'a dit « Vous ne savez pas où vous avez mis les pieds ?
Donc à l'époque, j'étais d'une naïveté où je ne comprenais pas. Il m'a demandé si je prenais les transports en commun dans Paris. Je lui ai dit oui, que je prenais le métro pour aller travailler. Il m'a demandé de ne pas trop m'approcher du quai. Mais j'ai vraiment cru que je vivais un truc de science-fiction, si vous voulez, comme on voit dans les films. Et j'ai commencé effectivement à avoir très très peur. Parce que finalement, lui m'a fait peur en me montrant à quel point le dossier était dangereux, enfin ce sur quoi j'avais travaillé. Nous sommes en 2008. La banque va chercher à se débarrasser de nos 3 empêcheurs de tourner en rond. Olivier, qui a refusé un poste en Suisse, est licencié pour faute grave. Il a attaqué la banque devant les prud'hommes et porté plainte au pénal pour harcèlement. Se débarrasser de Nicolas va être plus difficile. Confronté à la crise des subprimes et au scandale Birkenfeld aux États-Unis, UBS France lance un plan social qui concerne 100 salariés sur 350. Elle tente d'y inclure Nicolas. Mais un auditeur interne ne peut pas, légalement, faire partie d'un plan social. Son statut le protège. La banque lui propose alors un arrangement financier, en échange de son silence. Il faudrait que je signe un papier dans lequel il y a écrit que je me suis trompé, que j'ai mal compris, que bien évidemment tout ce que je sais et ce que j'ai révélé n'a jamais existé. Je tiens tête et je dis non, eh bien je vais être licencié pour mensonge. Bien évidemment. Donc faute grave, avec mise à pied immédiate. Mais devant les prud'hommes, l'accusation de la banque ne tient pas. Elle est condamnée. Il est bien écrit en toutes lettres. Monsieur Forissier a été licencié pour avoir refusé de souscrire aux pratiques illicites de la banque UBS France. 2009, Nicolas n'est plus là. Il a retrouvé du travail. Pour Stéphanie, la situation se dégrade. La banque veut la licencier. L'inspectrice du travail refuse et conseille même à Stéphanie de porter plainte contre la banque pour évasion fiscale en bande organisée et blanchiment d'argent. Mais Stéphanie déclenche ainsi une guerre dont elle va faire douloureusement les frais. La banque a porté plainte contre moi pour diffamation. Je me suis retrouvée au tribunal de police à plusieurs reprises toute l'année 2010. Et j'ai vécu là un enfer, parce que déjà 2007-2008, ça n'a pas été facile. Mais à partir de l'été 2009, 2010, 2011, jusqu'au début 2012, très compliqué. Compliqué. Le mot est faible. Car elle continue à travailler pour la banque. Et en même temps, elle doit faire face aux procédures judiciaires qu'UBS a lancées contre elle. Il y avait des documents partout chez moi, des piles de documents pour que je puisse travailler avec mon avocat, pour que je puisse me défendre dans un premier temps en 2010 au tribunal de police. Et plus je relisais les documents, plus les choses me paraissaient effectivement limpides. Suite à la plainte qu'elle a déposée contre sa banque, Stéphanie est convoquée une première fois par la brigade financière. Un jour, je rentre de la banque. Je prends le bus en bas de la banque pour rentrer chez moi. Je reçois un appel sur mon téléphone masqué. Et j'entends dans le brouhaha du bus le soir, 19h, je sais pas quoi, brigade financière. Cette personne m'a donné rendez-vous à la brigade financière la semaine suivante, début février 2011, où j'ai déposé pendant plus de 4 heures. Mais quelques temps plus tard, un deuxième service officiel va la contacter, dans des conditions étranges. La douane judiciaire un jour m'appelle, une dame m'appelle, numéro masqué, une fois de plus, me disant « J'aimerais vous rencontrer sur les Champs-Élysées ». Et je dis « Écoutez, moi je peux difficilement, puisque je suis à Roland-Garros ». Donc c'était mai 2011. Rencontrons-nous devant la boutique Vuitton, Champs-Élysées. Donc très bien. On marche un petit peu et 5 minutes après, on est rejoint par une de ses collègues. Et donc, ils m'expliquent qu'ils aimeraient me recevoir dans leur bureau à Vincennes. Et effectivement, j'ai été convoquée la veille du jeudi de l'Ascension. Je suis arrivée à 17h, j'en suis partie à 3h le matin.
Ils m'ont convoqué parce qu'ils ont eu vent d'un certain nombre justement de dysfonctionnements par rapport à la banque UBS. Ils savaient que moi j'avais un certain nombre de problèmes. Ils m'ont demandé de raconter mon histoire. Donc ça, c'était la première convocation. Je suis revenue à plusieurs reprises avec des documents à leur demande. Oui, j'ai dû aller aux douanes 5 fois, je pense 4 ou 5 fois. Je leur ai donné tous les éléments dont je disposais. Nicolas, qui s'est porté partie civile contre la banque, est à son tour longuement interrogé. Mais bizarrement, malgré les longues dépositions, aussi bien de Stéphanie que de Nicolas, il ne se passe rien. C'est d'autant plus étonnant que dès 2010, l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France, le gendarme chargé de la surveillance des banques françaises, a reçu de l'intérieur même d'UBS France une longue note. Une dénonciation qui fait peser de graves soupçons sur l'évasion fiscale que pratiquerait la banque. Le titre de cette note, c'est « Objet, : évasion fiscale au sein d'UBS France ». La banque UBS France a procédé de 2002 à 2007 minimum à la mise en place d'un système d'évasion fiscale, principalement de la France vers la Suisse, reposant sur un processus de double comptabilité. C'est entre autres les carnets de lait, les fichiers vaches, tout ce qui est la comptabilité secrète, clandestine, masquée des opérations d'évasion fiscale. Vous avez les chargés d'affaires français ou suisses ayant fait du offshore évasion fiscale et clients français avec compte non déclaré. Il y a les clients, nommément cités, des grands noms du football, des grands noms de l'industrie française. Donc là, c'est clair et net. Il y a eu signalement et information la plus complète possible de l'administration française, des autorités de contrôle, très tôt, et il n'y a pas eu d'enquête judiciaire digne de ce nom jusqu'à avril 2012. C'est-à-dire que ça a laissé le loisir à la direction de la banque, qui était bien entendu informée de toutes ces procédures, de détruire les preuves, d'essayer de manipuler les témoins, d'empêcher que toute information soit accessible éventuellement à la justice. Mais pourquoi ne se passe-t-il toujours rien ? Antoine Peillon possède depuis des années des contacts précieux et discrets au sein de la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, l'organisme du renseignement français. Il a une explication. Les policiers avec lesquels je suis en relation m'ont tous raconté un peu la même histoire, c'est-à-dire comment au fil des années, à partir du moment où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, il y a eu progressivement la mise en place d'une hiérarchie policière, en majorité dévolue au service d'un camp, voire d'un clan. Leur hiérarchie est au plus haut niveau, jusqu'à, disons, la coordination du renseignement à l'Élysée, n'utilisait le renseignement récolté que pour protéger les leurs et éventuellement mettre en difficulté les adversaires. Tout le travail judiciaire était devenu totalement impossible. Ce travail judiciaire aurait dû mettre en lumière les liens troubles existants entre l'évasion fiscale et le monde politique. Comment ne pas penser à l'affaire Bettencourt ? Là aussi, un compte non déclaré chez UBS en Suisse d'un montant d'au moins 80 millions. Et un soupçon de financement de la campagne électorale du candidat Sarkozy. Votre nom est cité dans une affaire extraordinairement complexe. Liliane Bettencourt, héritière des parfums L'Oréal, a été écoutée à son insu par son maître d'hôtel et dans des conversations privées, votre nom surgit, Eric Woerth, peut-être pour des dons d'argent. Liliane Bettencourt vous a-t-elle donné de l'argent dans une période récente? Non, bien sûr que non. Enfin, je sais même pas de quoi il s'agit. Monsieur Cahuzac. L'affaire Cahuzac, 2 ans plus tard, montrera que la gauche n'est pas épargnée par ces pratiques frauduleuses. En 2011, des policiers de la DCRI, écœurés par l'inertie de leur propre hiérarchie,
donnent à Antoine Peillon le contact avec une de leurs sources, au sein même de la direction du BS à Zurich. C'est grâce à cette source que le journaliste commencera son enquête. C'est également par ses contacts policiers qu'Antoine Peillon finira par apprendre que, dès 2008, la DCRI surveille Nicolas, Stéphanie et Olivier. Elle a mobilisé des agents et des officiers de son service pour contrôler les salariés du BS France qui étaient susceptibles de divulguer ces informations. Cette surveillance angoissante, Stéphanie, Nicolas et Olivier la vivent au quotidien. Vous sentez qu'il se passe quelque chose. Déjà, votre téléphone se désactive, se réactive. Vous sentez des grésillements sur votre ligne. Vous ne recevez plus vos mails ou vous les recevez en 3 triples, quadruples, quintuples exemplaires. C'est quand même bizarre quand vous avez une boîte mail privée que l'intégralité de vos échanges avec votre avocate disparaissent et pas les échanges que je peux avoir avec mes amis. C'est parce que j'avais donc bien des données potentiellement sensibles qu'on est venu les regarder de plus près ou en tout cas qu'on cherche à les détruire. Olivier, qui après son licenciement a monté une petite entreprise de gestion de finances, connaît les mêmes problèmes. Étonnamment, dès premier semestre 2010, je me suis rendu compte que nos systèmes informatiques étaient attaqués et que mes emails professionnels arrivaient marqués lus pour certains et pas d'autres. Et donc j'ai porté plainte contre X. On a l'impression d'être très seul. Et en même temps, on a l'impression de ne jamais être seul. Et jamais être seul, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être surveillé au téléphone en permanence. Il y a des échos quand on se parle. C'est très compliqué de passer des appels. Il y a des gens, en revanche, qui ne peuvent jamais me joindre. Vous parlez au téléphone, vous entendez votre propre voix, ou vous entendez des clacs réguliers, clap. Un jour, vous avez des gens qui photographient votre maison aussi. Et vous croyez que c'est des agents immobiliers, puis plutôt que de me dire bonjour ou de me saluer, puisque si c'est des agents immobiliers, ils n'ont aucune raison de prendre la fuite en accélérant comme des malades. Vous vous sentez suivi aussi, vous vous sentez observé. Et donc, vous êtes obligé de pratiquer vous-même des mesures de sécurité. Vous équipez votre domicile parce que vous avez eu la sensation que des choses avaient changé de place, sans que les personnes qui vivent avec vous aient changé ces choses de place. C'est comme ça que j'ai vite découvert aussi, dans le cadre de mon activité professionnelle, que des gens, le soir, venaient fouiller dans mes affaires. Je me suis retrouvée, ces 5 dernières années, à toujours avoir une personne seule à côté de moi au restaurant. Voilà, quelqu'un qui lit le journal à côté, mais comme dans un film, c'est-à-dire se dire, mais qu'est-ce que c'est de la science-fiction? Où est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pourquoi? Et qui me surveille? Vous vous dites que vous avez beau être victime et innocent, on vous traite comme un coupable. On vous traite comme un coupable au final. Aucune protection, rien. Vous êtes observé, vraisemblablement écouté, donc infiltré dans votre vie la plus intime, dans vos coups de téléphone à vos enfants, à votre famille. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je me demande de quel droit on peut faire ça. Parce que moi, je suis juste un citoyen qui a relevé un certain nombre d'irrégularités, donc je devrais plutôt être protégé qu'être exposé au point où je le suis. Dans cette ambiance délétère, Antoine Peillon poursuit son enquête. J'ai été constamment informé par des officiers de police que j'étais sous surveillance. Bien entendu, que mes sources étaient sous surveillance. On m'a même donné très clairement quels étaient les opérateurs, disons, de cette surveillance, dont l'essentiel n'était pas des opérateurs publics. Ce sont ce qu'on appelle des officines privées de renseignement, qui sont complètement contrôlées, voire instrumentalisées, ou réciproquement par les services de renseignement public, notamment la DCRI.
Quand ils se retrouvent pour faire le point sur l'enquête, Stéphanie, Nicolas, Olivier et Antoine prennent des précautions particulières. Le premier travail de protection, c'est de débrancher tous nos appareils et toutes nos communications. Donc ça veut dire que les rendez-vous soient physiques, hors de portée de toute écoute électronique, y compris à travers nos téléphones mobiles. Ce qui veut dire que si je me rends à un rendez-vous, je vais non seulement débrancher, mais retirer l'accu, la pile rechargeable de mon téléphone mobile, bien avant de me retrouver sur le lieu de rendez-vous, de façon à ne pas pouvoir même être seulement géolocalisé pour ce rendez-vous. Il n'empêche que parfois, ce n'est pas toujours suffisamment commode et qu'il y a besoin d'utiliser, malgré tout, des moyens de communication. À ce moment-là, on utilise des téléphones dits sécurisés, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce sont des téléphones dont on ne peut pas savoir a priori qu'ils vous appartiennent, que la ligne vous appartient, et qui ne peuvent pas donc être l'objet d'une surveillance a priori. En mars 2012, Antoine Peillon sort un livre qui va faire du bruit. Antoine Peillon, vous êtes grand reporter à la Croix, donc ces 600 milliards, c'est à peu près le tiers de la dette publique française, enfouie dans des paradis fiscaux, 200 milliards pour des particuliers. Ce que vous dénoncez, c'est un système mis en place par une banque suisse, UBS, et sa filiale française, qui organise l'évasion fiscale de façon massive et industrielle. Alors c'est une banque exemplaire, hein, elle n'est pas la seule, toutes les autres banques font pareil. Mais c'est vrai que cette banque-ci fait office de championne en la matière. Donc, Les révélations de ce livre déclenchent l'ouverture d'une instruction judiciaire par le juge Guillaume Daïef. Il a fallu 3 ans pour en arriver là. Nous sommes à la veille de l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Il y a eu, sur le premier semestre d'information judiciaire, quasiment la perquisition de tous les bureaux régionaux et du siège du BS en France, 2 fois d'ailleurs pour le siège. Il y a eu de nombreuses gardes à vue, des confrontations, et il y a eu même des mises en examen. En particulier celle de Patrick de Fayette, le directeur de l'époque. Mais le livre d'Antoine Peillon comporte bien d'autres révélations. Il y a beaucoup de noms qui sont cités par mon livre, et qui sont les noms de personnes ayant des comptes à UBS France, ou en relation étroite avec UBS France, et qui se retrouvent toujours dans des contextes et avec des commerciaux, voire des dirigeants d'UBS, qui sont des gens qui organisent l'évasion fiscale. Nous avons là les noms de grands joueurs de football internationaux, de grands patrons de groupes industriels français, de vedettes du show business, voire de personnalités politiques. Et y compris d'ailleurs aussi de personnalités du monde judiciaire. Ces noms que la justice possède, nous ne pouvons les citer. Chez UBS, il est temps de reprendre les choses en main. Les clients de ce genre de banque n'aiment pas que le nom de l'établissement soit attaqué dans les médias. Un nouveau président est nommé. Pendant la première année, Jean-Frédéric Deleusse se refuse à toute communication publique. En février 2013, il accepte de nous recevoir au siège de la banque, boulevard Haussmann, à l'étage où, dans des petits salons, les banquiers accueillent d'ordinaire les clients. Sous l'œil attentif de son staff, il va répondre à nos questions. On a entendu l'accusation comme quoi il y avait un système assez délibéré de mise en place d'un système de fraude. Il n'y a pas eu de système de fraude mis en place pour ce que je connais qui est UBS France. J'en ai la responsabilité directe, j'en suis le témoin et le garant. Cette maison n'a jamais abrité de système de fraude organisé. Ce qui est clair, c'est qu'il y a 3-4 salariés que nous connaissons bien, avec qui nous sommes en litige. Ils ont cru utile de dénoncer de prétendus manquements ou fraudes de la maison en utilisant des données dont ils avaient pu avoir connaissance dans leur vie professionnelle. Ce que je constate, c'est que tout ça n'est pas très fiable.
La mise en cause de Nicolas, Olivier et Stéphanie est telle que nous décidons de faire écouter à Nicolas l'interview du directeur d'UBS. Il y a 3-4 salariés avec qui nous sommes en litige. Ce que je constate, c'est que tout ça n'est pas très fiable. Je rappellerai juste à M. Deleuze qu'il a 3 anciens collaborateurs qui sont mis en examen. Ces 3 anciens collaborateurs, dont un travaille toujours dans la banque, est mis en examen pour des faits extrêmement graves, alors que moi, licencié pour faute grave, pour avoir soi-disant menti, je ne le suis pas. Alors, l'accusation la plus grave, je dirais, qui a été portée contre UBS, c'était l'accusation de double comptabilité avec ces fameux carnets de lait. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, premièrement, il n'y a jamais eu de double comptabilité chez UBS en France, pour des raisons évidentes. Nous avons des commissaires aux comptes, nous avons des tas de contrôles. Il n'y a pas eu de comptabilité occulte. Les cahiers du lait, c'est quoi? C'est une méthode de calcul utilisée en fin d'année quand le responsable des banquiers de la banque faisait ses calculs de rémunération complémentaire. Ces documents n'ont pas tous été conservés comme s'ils étaient des documents officiels de comptabilité réelle. Ce ne sont pas des documents comptables, ce sont encore une fois des papiers sur lesquels on fait l'addition d'un certain nombre de mouvements d'affaires pour pouvoir reconnaître au banquier qui les a fait le bonus qu'il mérite en fin d'année. Ce que dit le président Deleuze est totalement erroné. Donc il dit il y avait un carnet du lait, mais c'était légal. Très bien, mais oui. Mais dans ces cas-là, pourquoi tenir au crayon à papier, avec un risque d'erreur sur des fichiers cahiers mal tenus, écrits, comme je vous l'ai dit, au crayon à papier, ces mouvements tout à fait légaux et transparents, alors que la banque, première banque mondiale de gestion privée, disposait à l'époque d'un outil comptable tout à fait performant, qui était un outil électronique de dernière génération capable d'enregistrer et de compenser tous les flux qui étaient référencés par la banque en France. Alors, dans la documentation qui a circulé autour du BS France, il y a un document sur lequel je veux donner quelques précisions qui s'appelle Sécurité, risque, gouvernance, qui est un peu surprenant quand on n'est pas du métier, où il est donné un certain nombre de précautions à prendre quand un chargé d'affaires traverse la frontière, etc., sans document, avec un numéro d'appel d'urgence. Oui. Il se trouve qu'il y a dans le monde un certain nombre de pays qui ne sont pas sûrs. Il se trouve que quand on va dans ces pays, certains pays d'Amérique du Sud, etc., et qu'on est banquier, on peut être ciblé par des kidnappings. Et il se trouve que dans ces cas-là, il vaut mieux changer de trajet, il vaut mieux changer d'hôtel, et il faut avoir un certain nombre de dispositifs de secours pour le faire. Je ne savais pas que la banque UBS France exercer dans un pays qui s'appelle la France, qui est un pays dangereux où effectivement il faut changer si souvent de taxi, d'hôtel, de compagnie aérienne. C'est vrai qu'on est à Kaboul, c'est vrai. Je ne savais pas que Paris était Kaboul, oui, j'avais oublié. Alors pour en revenir un petit peu sur l'affaire, est-ce que les chargés d'affaires suisses qui opéraient en France, d'une certaine façon, ont été poursuivis par la justice? J'ai la responsabilité du BS en France, je n'ai pas la responsabilité du BS en Suisse. Il y a des règles très précises qui régissent le fait pour des banquiers suisses de travailler en France. En clair, ils n'ont pas le droit de démarcher un client en France. Je n'ai jamais eu connaissance de manière claire que des actes de démarchage illicite, puisque c'est la qualification juridique, aient été accomplis. Monsieur Deleuze ment dans le fait de dire il n'était pas au courant. S'il n'est pas au courant, qu'il prenne le train pour aller à Genève et qu'il aille voir ce que font ses collègues et amis suisses du département France International. Il verra bien que France Internationale n'est pas un nouveau pays de la MapMonde, mais bien le pays France que des chargés d'affaires suisses viennent démarcher. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre les accusateurs qui portent des accusations assez graves? Je ne sais pas encore ce que nous ferons là-dessus. Vous vous laissez la possibilité de l'éventuellement? Nous avons la possibilité, si nous l'estimons souhaitable, de porter plainte contre eux. Nous le ferons si nous estimons que c'est notre intérêt. Non seulement UBS France n'a pas porté plainte contre Nicolas, Stéphanie ou Olivier, mais le 31 mai 2013, elle a été mise en examen pour complicité de démarchage bancaire illicite. Le 25 juin, l'ACP l'a condamnée à une amende de 10 millions d'euros
pour laxisme dans le contrôle de pratiques commerciales susceptibles de relever du blanchiment de fraude fiscale, la plus forte amende jamais prononcée par cet organisme. Nicolas et Olivier attendent toujours le jugement définitif des prud'hommes dans leur action contre UBS. Stéphanie, finalement licenciée en décembre 2011, a également porté plainte devant les prud'hommes. Quelques jours après avoir mis en examen la filiale française d'UBS, le juge Daïef va frapper encore plus fort. C'est la maison mère d'UBS à Zurich qu'il met en examen pour démarchage bancaire illicite. Zurich, au cœur de la Suisse. 27% de l'évasion fiscale mondiale y trouve encore refuge, grâce à son mythique secret bancaire. Mais ce temps-là est révolu. La descente aux enfers d'UBS ne fait que commencer.